L'Iran, dans ce piège qu'il a aidé à refermer sur son adversaire, ne joue pas seulement sur le présent immédiat, il joue sur la durée. Abbas Araghchi, depuis son lieu secret, a comparé la situation actuelle à la guerre des 12 jours de juin 2025 avec une lucidité qui devrait alarmer Washington. Les États-Unis et Israël s'attendaient à ce qu'en 2 ou 3 jours, l'Iran capitule. Il leur a fallu 12 jours pour comprendre qu'ils n'avaient d'autre option que de demander un cessez-le-feu inconditionnel. Je ne vois aucune différence entre cette fois et la fois précédente. Cette mémoire institutionnelle, cette capacité à tirer les leçons d'un conflit récent et à ajuster sa doctrine en conséquence, est précisément ce qui distingue l'approche iranienne de l'approche trumpienne. Trump change de stratégie à chaque tweet. L'Iran tient le cap. Et pendant que Trump tient une comptabilité de off-ramps et de timetable depuis son club de golf, l'Iran active silencieusement ses réserves stratégiques. Les cellules dormantes des gardiens de la révolution n'ont pas encore été déclenchées dans leur totalité. Les proxys régionaux, le Hezbollah au Liban, le Kataïb Hezbollah en Irak, les Houthis au Yémen, n'ont pas encore pleinement intégré le conflit à leur propre rythme. Alex Plitsas, analyste à l'Atlantic Council, l'a formulé clairement dès les premières heures, l'Iran pourrait délibérément conserver une partie de ses missiles en réserve. Ce que cela signifie, c'est que la riposte iranienne visible aujourd'hui n'est pas la riposte iranienne dans son intégralité. L'Iran a calibré sa réponse pour durer, pour s'adapter, pour frapper là où on ne l'attend pas et quand on l'attend le moins. Peut-elle lui échapper? La question du titre de cette analyse mérite une réponse directe. La riposte iranienne ne peut pas échapper à Trump dans le sens où les États-Unis ont les moyens militaires de l'atténuer, de détruire progressivement des positions de lancement, d'intercepter une fraction des missiles et des drones. Mais elle lui échappe déjà dans le sens le plus profond et le plus politiquement dévastateur du terme. Elle lui échappe parce qu'il n'a pas de réponse à la paralysie du détroit d'Ormuz qui ne soit pas plus douloureuse que le problème lui-même. Elle lui échappe parce qu'il n'a pas de réponse à la flambée des prix du pétrole qui ne frappe ses propres électeurs au portefeuille. Elle lui échappe parce qu'il n'a pas de réponse à la cacophonie constitutionnelle qui commence à s'élever au Congrès américain lui-même. Elle lui échappe parce qu'il n'a pas de réponse à la désillusion croissante des alliés du Golfe dont les capitales brûlent. Et elle lui échappe parce que l'Iran, contrairement à ce que Mar-a-Lago avait calculé, n'est pas un régime qui s'effondre. C'est un État, une civilisation, une résistance qui s'est préparée pendant 47 ans à exactement ce moment-là et qui tient. Il reste à examiner ce que l'Iran fait sur le plan diplomatique et international pendant que les bombes tombent sur son territoire, parce que cette dimension révèle une sophistication stratégique que Washington, absorbé par les comptes rendus opérationnels de ses frappes, n'a peut-être pas encore pleinement mesuré. Araghchi ne se cache pas pour ne pas être tué, il se cache pour continuer à parler. Depuis son lieu secret, il a accordé une interview exclusive à Al Jazeera, diffusée dans le monde entier, formulant la position iranienne avec clarté et calme. Il a contacté directement ses homologues des pays du Golfe pour expliquer que l'Iran cible les installations américaines et non leurs nations souveraines. Il a maintenu des canaux ouverts avec la Chine et la Russie. Il a accepté d'envoyer un message indirect à Trump via des intermédiaires, laissant ouverte l'hypothèse d'une sortie diplomatique. Pendant ce temps, Trump communique par vidéo nocturne sur Truth Social et par menaces lancées comme des défis de cours de récréation. La différence de maîtrise diplomatique entre les deux camps est aussi grande que la différence de puissance de feu entre leurs armées. Et dans un conflit qui dure, la maîtrise diplomatique compte autant, sinon plus, que les bombes. La dimension internationale du piège dans lequel Trump est tombé se lit aussi dans les réactions des grandes puissances. La Chine, qui absorbe 69% du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz avec ses partenaires asiatiques, n'est pas un spectateur passif de cette crise. Elle en est une victime économique potentielle de premier plan, et elle le sait. Sa réaction, condamnation ferme à l'ONU, convocation de l'ambassadeur américain, coordination avec Moscou pour pousser à un cessez-le-feu, n'est pas de la rhétorique. C'est la mobilisation d'une puissance qui a des intérêts économiques vitaux dans la région et les moyens diplomatiques de peser sur le cours des événements. La Russie, qui avait explicitement averti Trump des conséquences imprévisibles d'une déstabilisation de l'Iran, observe avec la satisfaction froide d'un joueur d'échecs qui avait prévu le coup plusieurs coups à l'avance. Moscou a toutes les raisons de laisser ce conflit s'enliser, d'occuper l'attention stratégique et les ressources militaires américaines au Moyen-Orient, pendant que Poutine continue de consolider sa position en Europe de l'Est. Le piège iranien profite à la Russie et Moscou n'a aucun intérêt à aider Washington à en sortir. Sur le plan constitutionnel américain, le piège se resserre aussi. L'opération Epic Fury a été lancée sans vote du Congrès, sans déclaration de guerre formelle, avec une simple notification aux 8 membres de la commission du renseignement parlementaire quelques minutes avant les frappes.
Thomas Massie, représentant républicain du Kentucky, a déclaré son opposition et annoncé son intention de travailler avec le démocrate Ro Khanna pour forcer un vote parlementaire. Cette initiative bipartite, dans un congrès normalement prompt à soutenir les opérations militaires américaines à l'étranger, signale un malaise profond qui va s'amplifier à mesure que le conflit dure et que les coûts humains et économiques deviennent visibles pour les électeurs. Chaque semaine supplémentaire sans victoire décisive va alimenter des appels parlementaires à une stratégie de sortie que l'administration Trump est pour l'instant incapable de formuler de manière crédible. Et finalement, il faut revenir au cœur du piège. Trump a une guerre qu'il ne peut pas gagner dans les délais qu'il s'est lui-même fixés, avec les moyens qu'il est prêt à employer contre un adversaire qui a démontré qu'il ne capitule pas. Il avait un mois. Ce mois va s'écouler. Et à la fin de ce mois, si le régime iranien n'est pas renversé, si le programme nucléaire n'est pas définitivement neutralisé, si la région n'est pas stabilisée, Trump devra choisir entre escalader encore, ce qui signifie peut-être des troupes au sol, et le scénario qu'il avait lui-même dit ne pas vouloir, ou déclarer une victoire que personne ne croira face à un Iran qui sera toujours debout. L'Iran, lui, n'a pas de délai à respecter. Il a le temps pour allier, comme toujours. Il est aussi nécessaire de revenir sur la question des proxies et des fronts secondaires, parce que c'est là que réside la réserve stratégique la plus redoutable que l'Iran n'a pas encore entièrement activée. Le Kataib Hezbollah, en Irak, a déclaré qu'il frapperait les installations américaines. 2 drones ont déjà touché la base Victory près de Bagdad, dont l'un a atteint la base elle-même. Des explosions ont été signalées à Erbil, dans la région kurde d'Irak, pourtant considérée comme l'une des zones les plus stables du pays. Au Yémen, les Houthis ont annoncé la reprise de leurs attaques contre la navigation commerciale dans la mer Rouge, un couloir que le monde avait passé 1 an à tenter de sécuriser après les crises de 2024. Au Liban, le Hezbollah, malgré les appels du Premier ministre Nawaf Salam à ne pas entraîner le pays dans le conflit, a ouvert un front contre Israël, forçant l'aviation israélienne à gérer simultanément plusieurs théâtres d'opération. Ces acteurs ne sont pas des forces auxiliaires que Téhéran télécommande à distance. Ce sont des organisations dotées de leur propre logique interne, de leur propre colère, et qui ont maintenant, avec la mort de Khamenei pendant le Ramadan, une raison émotionnelle et politique supplémentaire de passer à l'échelle maximale de leur engagement. Ils ont leurs propres arsenaux, leur propre financement partiellement autonome et leur propre doctrine. Et l'Iran n'a pas besoin de les diriger au quotidien pour bénéficier de leur action. Il lui suffit que l'incendie continue de brûler sur plusieurs fronts simultanément pour que la dispersion des ressources américaines devienne un facteur décisif dans la durée du conflit. C'est peut-être là le piège ultime dans lequel Trump est tombé. Il a ouvert un seul front pour résoudre un seul problème et il a déclenché à la place un incendie régional sur 6 fronts simultanés, l'Iran central, le détroit d'Ormuz, les pays du Golfe, l'Irak, le Liban-Israël et la mer Rouge. Chacun de ces fronts exige de l'attention, des ressources, des diplomates, des soldats, des munitions, de la bande passante stratégique. Les États-Unis sont la plus grande puissance militaire de l'histoire. Mais même la plus grande puissance militaire de l'histoire ne peut pas gérer indéfiniment 6 fronts simultanés sans en payer le prix politique, économique et humain. L'Iran, lui, n'a pas besoin de gérer 6 fronts. Il lui suffit de les entretenir, de les alimenter suffisamment pour qu'il reste des sources de pression constantes sur Washington et d'attendre que l'Amérique se fatigue de sa propre guerre. L'Iran n'a pas gagné cette guerre au sens militaire, mais Trump est en train de la perdre au seul sens qui compte vraiment. Le sens stratégique, politique, économique et historique. Et chaque jour qui passe sans capitulation iranienne, chaque tanker qui refuse de traverser le détroit, chaque missile qui touche une nouvelle capitale du Golfe, chaque hausse d'$1 sur le prix du baril de brut, chaque député républicain qui s'interroge sur la constitutionnalité d'une guerre lancée par tweet à 2 heures du matin est une démonstration supplémentaire de ce que signifie vraiment résister face à la première puissance militaire du monde, pas vaincre, survivre, tenir, multiplier les fronts, disperser les ressources adverses et imposer à l'adversaire le coup de sa propre arrogance jusqu'à ce que la réalité lui rappelle ce que ses planificateurs auraient dû savoir depuis le début. On ne bombe pas impunément 47 ans de résistance et on ne piège pas un peuple qui avait déjà tout prévu.